Bonjour à tous, bienvenue ce matin, merci d'être là. Donc je me présente rapidement, donc Éléonore Vigneron. Moi je fais des podcasts, donc j'ai mon podcast, j'anime des podcasts pour le compte de tiers et je crée des podcasts pour des marques. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler podcast parce qu'on va parler espace, fusée, space tech avec toi Stanislas. Ça va? Comment tu vas ce matin? Ça va super, ouais. Très bien. Bon, cool. Stanislas, il est parisien, mais il habite à Reims, parce que tu as mis le siège de ta société là-bas. Tu as 25 ans, à peu près le même âge que moi. 26 demain. Bravo, bon anniversaire en avance. Et puis alors, donc, toi, en 2018, tu as cofondé Latitude, une start-up donc, spécialisée dans la space tech. Ton ambition, c'est d'envoyer des mini-fusées dans l'espace. Pour 2025, fin 2025, début 2026, tu me disais? Oui, complètement. Alors l'ambition de Latitude, c'est pas juste les petites fusées, ça serait un peu court terme. Notre ambition au plus large, c'est, on croit énormément dans en fait, le développement des technologies spatiales et surtout dans la création d'une nouvelle ère spatiale qui va nous permettre d'exploiter toutes les ressources spatiales possibles et imaginables pour améliorer la vie sur Terre. Donc pour ça, on a besoin de poser les briques pour permettre derrière aux autres pionniers de venir exploiter toutes les ressources possibles, que ce soit de la donnée pour mieux suivre le dérèglement climatique, mieux suivre les changements de société, mieux suivre les conflits qu'on a sur notre planète, jusqu'à l'exploration dans très longtemps de notre système solaire. Et donc pour ça, une des premières briques, c'est les fusées. Une deuxième, ça sera les satellites, puis peut-être les vaisseaux, etc. Cool. Si on revient à l'origine, au début, comment est-ce que t'es venue cette passion ? Je pense avoir été toujours un peu pré-passionné. J'ai commencé, j'ai personne dans ma famille qui est ingénieur, personne dans ma famille qui est dans le spatial. Par contre, j'ai un grand-père qui était dans l'aéro naval. Il était électronicien de bord. Et je pense qu'il a donné cette passion de l'aéro à mon père, qui me l'a donné également. Donc j'ai commencé par une passion de l'aéronautique, spécifiquement un peu militaire, mais pas que. Et puis je voulais être pilote. Puis mes résultats mathématiques, ma vision horrible et ma taille ont rapidement eu raison de ça. Dommage. Mais un jour, je volerai dans un Rafale, j'en suis sûr. Donc voilà, je suis devenu une chose en entraînant une autre, forcément passionné de spatial. Je pense que beaucoup de gens font ça, commençant par l'aéro, puis passent dans le spatial. Et ça, passionné de spatial depuis aussi longtemps que je le pense, enfin que je m'en souvienne, mais vraiment passionné, je dirais que c'est 12-13 ans. Où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'histoire spatiale, aux technologies spatiales, à l'ingénierie derrière tout ça, et jusqu'à ce que je crée mon entreprise. Et alors du coup, tu as fait une école de commerce ? Oui, alors c'est un bien long mot, j'ai fait 1 an et demi et j'étais pas très présent lors de l'année et demie non plus. C'est ça, parce qu'à la fin de ta première année, tu pars aux États-Unis faire un stage ouvrier, en Floride, à Orlando. Ouais, donc ouvrier à Disney World, où j'ouvrais des portes pour accueillir les gens dans un restaurant, un excellent restaurant, donc vraiment c'était pas du tout un stage ouvrier. Mes potes ils sortaient les poubelles dans les hôtels, donc à côté eux ils ont trimé. Mais du coup j'avais beaucoup de temps et pour ceux qui connaissent un peu la géographie américaine, Orlando c'est environ 1 heure en voiture, 60 miles de Cap Canaveral, du Kennedy Space Center, qui est donc probablement la base spatiale la plus emblématique de la planète, et d'où sont partis les premiers humains sur la Lune, qui ont atterri sur la Lune, et surtout d'où se passe la majorité des missions spatiales sur la planète. Et donc comme j'étais 2-3 mois sur place, je me suis dit, il y a quand même plusieurs lancements qui vont avoir lieu, et c'est ce que j'ai fait. J'ai pas loupé un seul lancement, je suis allé les voir. Alors ce qui est sympa dans le spatial, c'est que il n'y a pas de timing, c'est-à-dire que la fusée elle part, on a une fenêtre de lancement, puis la fusée elle part dans cette fenêtre ou alors elle part pas, ce qui fait que parfois tu arrives à 4h du matin, tu as de la chance, il y a le lancement à 4h du matin, parfois tu prends un bus, tu as frais de 70 personnes pour un lancement à 3h du matin, le bus pète sur l'autoroute, tu arrives quand même pile avant le lancement est reporté au lendemain. C'est le spatial. T'en as vu beaucoup des lancements de fusées ? Ouais, 3 ou 4. Que des Falcon 9 et une Delta IV Heavy qui a envoyé une des missions les plus sympas, qui a envoyé
comment est-ce qu'on dit, une sorte de satellite, mais c'est pas un satellite, bref, une sonde, voilà, une sonde autour du Soleil, ce qui est l'objet non seulement le plus rapide jamais créé par l'humanité, et également l'objet le plus proche qu'on ait du Soleil. Voilà. Ok. Et ouais, donc tu termines ce stage, tu rentres en France, et là, tu plaques tes études, et tu décides de te lancer. Ouais, je rentre en France, donc je débute ma deuxième année d'école de commerce. N'étant pas... et j'ai pas été enseveli sous le travail, et donc j'en ai profité pour lancer un peu le projet. De manière, enfin ça a pris beaucoup de temps, c'est-à-dire que toute cette année en fait, fin 2018, courant 2019, jusqu'à l'été, c'était vraiment du prospectif. Enfin, je veux dire, je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 19-20 ans. J'ai aucune idée de comment fonctionne une boîte. Je me rends pas compte de la difficulté du truc, et je pense que c'est cette inconscience qui a beaucoup aidé, parce que pendant longtemps, je croyais dans les rêves et je faisais pas face à la réalité. Donc c'est ce qui m'a évité d'abandonner. Jusqu'à ce que ça soit trop tard. Mais oui, donc en fait, toute cette année-là, je commence à chercher des gens avec qui je peux travailler, parce que c'est pas moi, je suis pas du tout ingénieur, je comprends les principes derrière, mais je suis incapable de développer quoi que ce soit. Donc il faut trouver des gens dont c'est le métier, sauf que qui va rejoindre quelqu'un qui a 19-20 ans à cette étape-là, dans un pays qui honnêtement, à l'époque, enfin, puis ça a un peu évolué aujourd'hui, mais bon, pas non plus de manière exceptionnelle, croit dans le spatial, enfin, croit dans le futur du spatial, a réalisé qu'ils étaient considérablement à la bourre. Genre, je répète, hein, on est en 2018-2019, hein, SpaceX réutilise des fusées depuis au moins 3-4 ans. Et nous, on est là à dire, oui, on a Ariane 6. Très bien, continuez à rêver les mecs. Et donc, on est dans tout cet écosystème-là, et donc c'est compliqué, et puis je connais personne dans le spatial, j'ai aucune relation. J'ai pas le bonus d'être sorti d'école de commerce, c'est-à-dire d'avoir des gens que je connais dans le milieu, en général. Donc ouais, on doit un peu construire tout ça, puis on apprend sur le tas, très mal. Voilà, et donc c'est ce que je fais. Donc je suis toujours en école de commerce, hein, théoriquement. Je passe mes examens, je valide mon année, pas avec brio, mais je la valide. Et là, je leur demande de pouvoir me laisser tranquille, voilà, en faisant une sorte d'année blanche sur laquelle ils sont revenus par ailleurs. Mais bon, c'est une école de commerce, faut pas leur demander d'être sympa. Et voilà, et du coup à l'été, c'est là qu'on commence vraiment à bosser, parce que j'ai 3 mois de stage théoriquement fait autre part, en tout cas pas dans ma boîte officiellement. Bon, de toute façon, ils peuvent bien me retirer ma deuxième année, qu'est-ce que j'en ai à foutre, je suis pas diplômé. Donc j'ai complètement arnaqué ce stage puisque je l'ai fait dans ma boîte. Enfin, avec mes associés, on a mis tout l'argent qu'on avait, donc quelques milliers d'euros, pour recruter quelques stagiaires, dont certains sont toujours chez nous aujourd'hui d'ailleurs, à des postes assez clés et des gens assez exceptionnels. Donc on a eu de la chance. Et voilà, et donc on fait les premières phases vraiment de prédimensionnement, tester des trucs, à se dire ah ouais non là c'est complètement con, ou alors ça c'est un peu plus réaliste du point de vue de la physique. Et voilà. Et après je me dis peut-être que ça serait bien de rejoindre un incubateur pour savoir comment faire une boîte. Et donc tu rejoins cet incubateur ? Ouais, Incube Alliance, qui à l'époque était un peu le seul, en tout cas à ma connaissance, incubateur dédié au hardware, et donc ce qui à l'époque on commençait à parler de la deep tech. Et voilà, et donc c'était basé à Orséville, sur le plateau de Saclay, et qui a un programme surtout de 2-3 mois, dans lequel j'ai beaucoup plus appris qu'en 2 années d'école de co, et qui est vraiment génial, quoi. Donc ça m'a pas... ça m'a appris les rudiments, et suffisamment pour évoluer. Donc ça a duré jusqu'à début 2020, et voilà. Et après, il a fallu qu'on lève des fonds. Le Covid est tombé. Mais c'était plutôt une bonne chose, parce qu'au final, comme on dépensait rien, puisque on n'avait plus de stagiaires, etc., la boîte n'a pas pu mourir. Donc ça nous a donné 6-8 mois de répit, jusqu'à ce qu'on puisse un peu raffiner notre discours, etc., qui était honnêtement pas encore assez mature. Donc tu parles de levée de fonds, vous avez réussi à lever des fonds. Ce qui est sympa dans ton histoire, c'est qu'au fur et à mesure, tu as réussi à embarquer beaucoup de monde avec toi, entre les investisseurs, tes collaborateurs, tes associés. Comment est-ce que tu as fait pour les convaincre de te rejoindre dans cette aventure qui est quand même risquée ? Bonne question. Ouais, c'est les premiers. En plus, j'ai pas fait tant de tentatives que ça. C'est ça qui est étonnant. Donc je pense que je suis rapidement tombé sur des gens assez déglingués, parce qu'il y avait ceux qui n'étaient pas du tout leur milieu, voilà, et juste ils ont dit oui. Et typiquement, je pense à Kevin aussi, qui est un de mes cofondateurs, et
Kevin, lui, il a 28-29 ans quand je le contacte. On se connaît pas du tout, c'est globalement le contacté via LinkedIn, quoi. C'était un des premiers que j'ai contacté. Et je lui dis, bah écoute, voilà le projet, qu'est-ce que t'en penses? On a déjeuné ensemble. Il m'a dit, ok. Le mec, il venait d'avoir un enfant, et sa compagne, Sonia, donc qui venait d'avoir un enfant, était toujours en études. Et Kevin bossait chez Safran dans un poste où il s'emmerdait sec, mais par contre, au moins ça payait. Et il a décidé de tout faire. Il était même en Normandie, il était, je sais plus trop où. Et voilà, il a dit OK. Donc je saurais pas l'expliquer honnêtement à un mec comme Kevin parce que moi j'avais pas grand chose à perdre. Lui, beaucoup. Sa famille, les études de sa compagne, son job. Dans un moment en plus où l'aéro était clairement en situation de crise, voilà, il y a des mecs qui sont des malades mentaux et Kevin en fait partie. Et il est aujourd'hui encore clé. C'est le cas aussi de tes investisseurs? Ouais, ah oui, clairement. Alors oui, mes deux premiers invests, quand on a fait notre première levée de fonds, c'était donc en septembre, enfin on a closé en septembre 2020. C'est là qu'on décide de s'installer à Reims. C'est pas grâce à la levée de fonds en fait, c'est justement le fait qu'on ait décidé de s'installer à Reims qui a considérablement aidé à la levée de fonds. Pourquoi Reims? Ça aurait pu être n'importe quelle ville à 1 heure de Paris, très honnêtement. C'est juste qu'on voulait pas rester à Paris. On fait pas des usines à Paris. Et donc on a regardé, Reims nous a bien accueillis. Et donc là, ils nous ont notamment fait rencontrer un fonds d'investissement qui est UI Investissement, notamment Elisa, Le Talec, qui était chargé d'investissement et qui avait un tout petit fonds dédié pour plus ou moins la région, tech, pas tech, elle faisait ce qu'elle voulait plus ou moins avec. Et je sais pas, elle s'est dit, je lui ai posé la question justement, pourquoi est-ce que tu étais venu en fait, parce que on va pas se le cacher, c'était pas ce que c'est maintenant. Et elle a dit, la probabilité que vous réussissiez est extrêmement faible, mais c'est assez beau si ça fonctionne, quoi. Et je pense qu'elle a aussi investi dans l'équipe, c'est ce que font souvent ces gens-là. Donc elle y est allée. On a eu une business angel qui a mis autant qu'un investissement, donc plus de 100 000 €. Incompréhensible aussi, merci encore à elle. Et puis après c'était de la BPI, etc. Donc des mécanismes assez automatiques comme le ticket French Taxi, etc. Donc ça c'était un peu plus automatique. Mais voilà. Et après en fait on a continué pas mal sur ce modèle-là de BA ou de très petits fonds jusqu'à lever notre première série A de 10 millions on est en quelle année? Il y a 3 ans maintenant. Voilà. Bravo. On te sent quand même convaincu par ton projet. Est-ce que tu as eu des moments de doute depuis le début de cette histoire? Je suis dans le spatial, carrément. Non, mais le spatial, c'est sympa hein, comme métier, mais c'est un métier où tu bosses 3 ans sans voir la moindre pièce parce que ça prend du temps à tout développer, parce que tu as des emmerdes à 24 et que quand tu fais tes premières pièces, elles ne fonctionnent pas. Donc, ouais, on a mis à feu un premier moteur. Le moteur n'a pas explosé, mais on va dire que les flammes, elles sont censées aller par le bas et nos flammes, elles sont allées par le haut. Alors, c'est de l'innovation, hein. On a été disruptif là-dessus. Hein. Mais putain, t'es le 21 janvier, tu fous à feu ton moteur, t'es déjà ric-rac, tu dois le foutre à feu parce que t'as promis à tes investisseurs que t'allais le foutre à feu et qu'il y a un moment donné, si t'exécutes pas, t'es juste nul. Et c'est même pas les investisseurs, c'est juste qu'à un moment donné, on a notre propre exigence nous concernant. Et ouais, et t'as ça qui arrive. Et à la fois, c'est ce qui t'apprend la résilience parce que c'est dans ces moments de doute qu'il y a toujours eu chez nous une personne qui, parfois ça a été moi, parfois non, typiquement pour cet essai c'était pas moi, qui a remonté le truc, qui a dit bon les gars c'est bien sympa, on a bu des bières pour fêter hier, vous avez tous la gueule de bois, pas alcoolique mais vous avez la gueule de bois parce que vous êtes tous désespérés aujourd'hui, maintenant voilà ça c'est fait, il est 8h25 du matin, c'est fini et on va bosser. Et on va refoutre à feu un moteur, on va le modifier, on va trouver une solution à la connerie qu'on a faite. On était en Écosse à 2000 km d'ici, sur une île de 600 habitants où il n'y a rien, et on y est arrivé. Et on a réussi à trouver des mecs qui nous ont aidés à modifier le moteur un 31 décembre. Des vikings, hein, parce que c'est plus ou moins des vikings là-bas. Enfin, ça leur a appartenu pendant 1500 ans. Donc, voilà. Et voilà, et on y est arrivé. Donc ouais, des moments de doute, c'est tous les jours. Mais je pense que c'est pas. Enfin, je dis, c'est parce que c'est du spatial. Je pense pas qu'on est proportionnellement plus d'emmerde que n'importe quelle boîte. Je pense qu'un entrepreneur qui n'a pas des doutes et qui se dit pas chaque matin ou chaque soir, au moins une fois en tout cas dans la journée, qu'est-ce que je fais et j'y crois plus, c'est pas sain. Mais c'est autant de moments qu'on se dit putain je vais y arriver. Et parfois c'est des semaines entières, on se dit mais enfin pourquoi je fais ça, parfois c'est des mois et ouais c'est compliqué, ça fait partie du métier, on va pas se plaindre, hein. On n'a pas non plus, je veux dire, on n'est pas à l'usine, hein, donc. Ouais, tu vois, ça me fait penser à une autre question. Comment est-ce que tu gères la prise de risque dans une industrie où finalement la sécurité est essentielle?
Bah, alors, tu as dit un mot important, la sécurité est essentielle. On ne va jamais couper, on ne va jamais mettre en risque des gens. Des biens, oui, s'ils nous appartiennent à nous, mais jamais des gens. Et donc ça, c'est la limite absolue de la prise de risque chez nous. On est prêt à couper vraiment à faire énormément de raccourcis, mais pas celui-là. Et ça vient aussi de la culture spatiale. Ça fait très longtemps en Europe que personne n'est mort. Alors, c'est vrai que je ne parle pas forcément d'aujourd'hui. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais quand même dans l'industrie, pas que spatiale, hein, il y a des morts dans les usines, il y a des morts dans les essais, il y a des morts beaucoup trop qu'il devrait y en avoir. Et dans le spatial, c'est risqué. On a littéralement parfois des objets. Si je prends Starship, que vous avez probablement entendu parler, la plus grande fusée de l'histoire maintenant, de SpaceX, Starship, si ça explose, c'est l'équivalent d'une bombe nucléaire. Donc, c'est dangereux, c'est des objets dangereux. On maîtrise de l'oxygène liquide à très basse température, et l'oxygène liquide, s'il fuite ou s'il y a des problèmes, vous pouvez y mettre feu en démarrant votre téléphone. Donc, on rigole pas avec la sécurité, c'est ce que je veux dire. Maintenant, comment est-ce qu'on fait la prise de risque sur le reste ? Globalement, je crois qu'on en avait pas discuté ensemble. J'en ai rediscuté récemment avec quelqu'un de SpaceX qui me disait que Peter Thiel, donc cofondateur de PayPal, toute la mafia, etc., qui connaît donc bien Musk, avait écrit un livre, et dans le livre, il avait mis un premier article il y a 10 ans qui était, une section qui était écrite « Elon Musk ne connaît pas le risque ». Et il est revenu dessus récemment en disant Elon Musk est le seul à connaître le risque comme lui, il le voit. Et en fait, quand tu discutes avec tous ces gens-là, tu te rends compte que c'est vrai. Et en fait, on essaie de un peu répliquer ça. C'est que le meilleur moyen de prendre des risques inconscients, insensés, que l'industrie ne comprend pas, c'est d'exactement savoir quelles sont les choses. On a encore eu un exemple récemment où on s'est dit, parfois ça vient aussi par des gens qui ont cette expérience-là. Et moi, j'avais recruté des Américains qui avaient fait des projets un peu comme les nôtres. C'est des gens assez exceptionnels. Et il nous a dit, là, vous comptez bypasser cet essai-là, vous pouvez le faire. Hein. Mais même nous, et pourtant, niveau risque, on était on était à 2000%, quoi. Même nous, on ne l'a pas bypassé, parce qu'on était sûr qu'il allait avoir des emmerdes, et la preuve, il y en a eu des emmerdes qu'on a tenté de le bypasser. Et en fait, c'est cette connaissance fine des risques et de l'impact si on ne le fait pas. Bon, si on ne le fait pas, combien ça nous coûte ? 600 000 €, 3 mois. Ok. Si on le fait, qu'est-ce que ça nous coûte ? 3 jours d'essai, maximum 50 000 €. Bon, rapidement, tu prends la décision, mais c'est une connaissance fine des risques. Par contre, typiquement, en décembre, on a fait un essai d'une turbomachinerie. Turbopompe, c'est un peu comme le turbo dans votre voiture, sauf que c'est considérablement plus complexe. Votre turbo, il va pressuriser à 2 bars maximum si vous avez une voiture de très très sport. Nous, il pressurise à plus de 125 bars, et il tourne à 60 000 tours minute, et il alimente 10 kg le moteur de carburant et de comburant. Donc cette pièce-là, qui est la pièce la plus complexe de tout le lanceur, tu as des pompes, tu as des systèmes qui empêchent le carburant et le comburant de communiquer entre eux, tu as une turbine qui tourne très vite, tu as tous ces systèmes-là. D'habitude, une pompe est testée, tu as des dizaines de tests sur chacun des sous-systèmes, les pompes, les machins, individuellement. Nous, quand on a fait notre dernière levée de fonds, on n'avait pas assez d'argent. On devait avoir besoin de, franchement, idéalement 35-40, on a levé 27. Donc on a dû faire des choix. Et donc on a regardé les trucs, on s'est dit, ok, où est-ce qu'on est prêt à prendre des risques, quitte à avoir des échecs massifs, et donc du délai massif. En accord avec nos actionnaires, hein, ça faisait partie du deal, et la turbopompe en faisait partie. On a testé la turbopompe en entier, ce qui n'a, de ma connaissance, jamais été fait dans le secteur, jamais été fait dans le milieu, personne n'a jamais testé une turbopompe du premier coup comme ça. On y arrivait. On y arrivait, et ça, c'est le résultat aussi d'équipes qui sont assez brillantes. Et donc voilà. Et par contre, il y a d'autres sujets où on se plante, et on fait des erreurs. On fait des erreurs parfois à la con, on fait des erreurs plus complexes, on fait des erreurs qu'on n'aurait pas pu prévoir. C'est pour ça que les premiers lancements sont des échecs, c'est que tu ne peux pas prévoir tout. Enfin, pardon, tu peux tout prévoir sur une fusée, ou sur un truc aussi complexe qu'une fusée, mais si tu le fais, tu perds beaucoup trop de temps et d'argent. Donc tu préfères aller plus vite rapidement au lancement et que tu aies des données empiriques qui te disent pourquoi ça déconne. C'est quoi votre prochain 0 to 1 ? On en a 2. Numéro 1, c'est un peu l'amélioration de la fusée. C'est-à-dire qu'on fait une première version qui est... on développe un peu comme un software, sauf qu'à un moment donné, il faut quand même acter une première version de la fusée, qui a déjà acté depuis plusieurs mois, et qui est celle qui va voler. Donc on ne revient pas en arrière sur la première version. Mais on sait déjà maintenant, parce qu'on a retravaillé, qu'il y a des trucs qui ne vont pas être parfaits. Donc on fait des deuxièmes versions et on le fait par bloc, un peu comme des versionnages dans un software. Et c'est pas aussi simple qu'il ne paraît, c'est surtout contre-intuitif dans l'industrie.
Une fusée, c'est prêt lors du premier lancement d'habitude. C'est pas notre cas, c'est pas ce que fait SpaceX non plus d'ailleurs. Donc voilà, comme eux, on fait évoluer au fur et à mesure, on change des pièces à chaque vol pour qu'au niveau de la 10-15e fusée, on soit à peu près dans une version finale. Numéro 1 et numéro 2, c'est après notre fusée, donc qui s'appelle Zephyr. Après ça, et comme j'ai dit, il faut poser les briques de demain, et les briques de demain, c'est augmenter considérablement la capacité et le tonnage envoyé en orbite chaque mois, chaque année, pour déployer de plus en plus d'infrastructures spatiales. Et pour ça, on a besoin de lanceurs bien plus gros, bien moins chers. C'est ça la prochaine brique. Pourquoi est-ce que tu fais ça? On envoie des putains de fusées dans l'espace. Enfin, il y a besoin d'argumenter. Vous avez déjà entendu. Non, mais il faut se tenir proche d'un moteur fusée ou même regarder un lancement dans sa vie. C'est pas si compliqué. Aller en Guyane, on en fait pas beaucoup. C'est pas compliqué. Et voilà, les métropolitains. Non, mais aller en Guyane déjà parce que c'est une belle région qui mériterait d'être un tantinet plus connue. C'est bien d'aller dans les îles, mais la Guyane est française et aller regarder des lancements. Il y en a maintenant. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait plus de lancement depuis la Guyane, mais voilà. C'est un autre sujet. Donc, aller regarder des lancements. Et je pense que c'est compliqué de rester insensible à un appareil qui, en 4 minutes, j'exagère, en 10 minutes, atteint la vitesse de 28 000 km/h, va en orbite terrestre, que les moteurs ils crachent 180 décibels en sortie, c'est-à-dire l'un des bruits les plus lourds, les plus forts de la planète, à des milliers de températures de flammes. Tout est beau dans une fusée. C'est beau. Voilà. Quand on aime l'ingénierie, une fusée, c'est magnifique. Il y a plein d'autres produits qui sont magnifiques. C'est pour ça que je suis fan d'auto, je suis fan d'avions, etc. C'est des produits qui sont également magnifiques. Mais voilà, une fusée, c'est beau. C'est pour ça que j'en suis fan. C'est très beau. Mais ça reste qu'un moyen. Mais c'est beau. Et donc récemment, tu as été nommé à 2 reprises président de l'Alliance New Space France. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que tu vois cette industrie évoluer dans les prochaines années? Ouais, quand j'ai créé encore une fois la boîte, plusieurs personnes disaient, notamment au niveau du CNES, notre agence spatiale, le Centre national d'études spatiales, plusieurs personnes disaient nous on n'aidera jamais les petits lanceurs, etc. Globalement, tout se passe bien dans le monde Ariane, je vois pas pourquoi est-ce qu'on changerait les choses. Le compas dans l'œil. Et donc, en fait, on souffrait d'un manque de support, l'agence était vieillissante à tous les niveaux. Et au bout d'un moment, avec toutes les quelques startups qu'il y avait, on s'est dit ça serait bien qu'on se réunisse et qu'on partage ce qu'on pense être les besoins pour que l'industrie spatiale française ne soit pas morte, et je pèse mes mots, morte, dans 10 ans. Et ça ne repose pas que sur subventionner les grands groupes pendant qu'ils arnaquent le contributeur européen avec des programmes qui sont à la bourre. Ça doit passer par de la compétition qui donnera de la compétitivité. Je le fais dans cet ordre, et c'est volontairement, parce qu'en Europe, on adore parler de compétitivité, mais personne ne veut dire le mot qui choque, c'est le mot compétition. Sauf que vous êtes dans des business classiques, vous avez des compétiteurs, pas dans le spatial. En Europe, on décide que Airbus est tout seul, Thales est tout seul, etc. Sauf que le problème, c'est que ça fait qu'on se fait écraser et que ces gens-là font des profit warnings au bout de 2 ans à se faire taper dessus. Et c'est bien mérité. Donc, globalement, on a créé l'Alliance pour représenter les startups, les PME innovantes. Aujourd'hui, on est 45, on est représenté officiellement auprès du gouvernement dans sa stratégie spatiale pour les budgets qu'on va aller défendre au niveau de l'Agence spatiale européenne également, parce que la France a son propre budget, mais également donne de l'argent à l'Agence spatiale européenne, de moins en moins, mais voilà. Et voilà, globalement, donc c'était défendre ça, et ça a été plutôt réussi, je dois dire, malgré tout, qu'il y a eu un changement massif. Vous m'entendrez pas dire ça souvent, mais un changement massif qui a été mené non seulement par l'ancien président de l'Agence spatiale, qui est désormais ministre de la Recherche, et d'autres personnes, notamment au niveau, alors pas du gouvernement, mais au niveau du ministère de l'économie, qui sont battus également, parce que je veux dire, le nombre de pressions qui sont prises des grands groupes dès qu'ils donnaient 1 euro aux startups était massive. Quand tu as Guillaume Faury, PDG d'Airbus, qui va dans le bureau de Bruno Le Maire pour venir l'engueuler massivement en disant que c'est inacceptable, et que derrière les équipes tiennent et disent non, on va soutenir les startups avec France 2030 et plein d'autres choses, ça demande du courage, et ils l'ont eu, et ce courage fait que non seulement ça va pousser les grands groupes, et c'est en train de le faire, à se renouveler, et c'est franchement pour leur bénéfice. Nous, on ne demande que ça, de bosser avec les grands groupes, et ça fonctionne de mieux en mieux. Mais il fallait avoir l'électrochoc, et surtout, ça a permis aux startups d'émerger. Maintenant, le vrai enjeu, c'est qu'on est dans une Europe
qui manque terriblement d'ambition, on est dans une France qui manque terriblement d'ambition, technologique, industrielle, au niveau de l'innovation. Voilà, donc c'est compliqué, mais on a des entrepreneurs, des gens, des équipes, des ingénieurs, plein d'autres personnes influentes, même des politiciens qui veulent un futur meilleur, et ce futur meilleur, il passera par la technologie, il passera par l'innovation. Dans le spatial, c'est ce qu'on défend. Le spatial améliore notre vie. Si on n'avait pas le spatial, on ne saurait pas que le dérèglement climatique existe, et on ne saurait pas le suivre et l'optimiser. On ne saurait pas traquer des bateaux pirates. Je pense à nos amis d'Unseen Labs à Rennes, qui sont sous les eaux en ce moment, et plein d'autres applications. Donc on ne saurait pas aider l'Ukraine à se défendre contre un envahisseur qui attaque les frontières européennes. Enfin, voilà. Donc on a besoin de la technologie pour demain. Et je crois dans un monde où on utilise 10 fois plus d'énergie, mais on améliore 10 fois plus le niveau de vie des gens. Mais comment leur redonner de l'ambition? C'est quoi ta vision, toi? Déjà, ça serait bien qu'on ait une vision spatiale au niveau français, puis pourquoi pas au niveau européen. C'est un peu le point que je partage à peu près à tous les niveaux. C'est une vision... Alors, on a la vision américaine qui passerait pas en Europe. Hein. La vision américaine, c'est on va aller établir une présence pérenne sur la Lune. Bon, ça se défend, je critique pas. Ça se défend. De toute façon, ça va être nécessaire. Hein. D'ici 30 ans, la Lune sera un tremplin vers le reste du système solaire. Mais à plus court terme, au niveau européen, notre vision, ça peut pas juste être on veut être autonome stratégiquement sur le lancement. C'est pas une vision, ça. C'est pas une vision qui engage les gens, ni les politiciens. Une vision, ça doit être différent. Une vision, c'est peut-être justement, moi, je partage la mienne forcément, parce que je suis convaincu, il faut poser les briques d'infrastructures nécessaires pour développer le futur, le futur du spatial. Et l'Europe a un avantage par rapport au même niveau que les États-Unis et que la Chine, mais qui est très rare dans le reste du monde, c'est qu'on sait tout faire, quasiment tout faire. On ne sait pas faire le vol habité, c'est le seul truc qu'on ne sait pas faire, et c'est franchement à peu près tout. Donc il serait temps qu'on utilise ces compétences pour justement développer les briques de demain et qu'on ait une vision sur un peu plus que 5 ans. Le problème, c'est que comme on n'a pas vraiment suffisamment d'argent au niveau investissement pour permettre aux entrepreneurs d'avoir une vision sur 10-15 ans, comme l'a eu SpaceX par exemple, l'État, lui, ne peut pas l'avoir parce que par construction, c'est fini les grands plans, hein, on voit au maximum au bout de son mandat, que ce soit au niveau européen ou au niveau français. Donc tout ça fait qu'on voit que dans 5 ans, tout en se basant sur le passé. Donc autant dire qu'à chaque fois, on parie sur le passé. Et c'est pour ça qu'une vision pourrait être intéressante en disant on arrête de parier sur le passé, on fait une vision qui est de dire on va parier sur des choses nécessaires. Typiquement, on a des très beaux programmes. Copernicus, c'est de l'observation de la Terre, qui sert tous les jours. C'est le plus gros programme d'observation de la Terre. Il est gratuit. Tout le monde peut utiliser les données Copernicus et ça améliore la vie de millions de gens et ça va permettre de nourrir des milliards de personnes dans le futur en améliorant toutes les cultures, etc. Donc ça, c'est génial, il faut le conserver. Et il faut mettre des projets un peu plus ambitieux, typiquement tout ce qui est construction en orbite. Pas beaucoup plus que dans 10 ans, on pourra fabriquer des organes en orbite, on pourra fabriquer de la fibre en orbite, beaucoup plus efficace que sur Terre, on pourra fabriquer des médicaments en orbite qui vont sauver des personnes qu'on ne peut pas faire sur Terre à cause de la gravité. Ça, c'est typiquement, il faut parier sur des sujets comme ça. Le lanceur n'est pas en soi un projet à parier, c'est un moyen. Donc la question, c'est est-ce que tu veux être indépendant sur, derrière, envoyer le futur dans l'espace? Je pense que oui, c'est pareil sur les satellites, c'est pareil sur les capsules. Donc pour moi, t'as ces 3 sujets qui sont des bases, et ensuite, tu dis, je veux justement avoir le monopole de l'infrastructure spatiale, et où ça peut être, je veux avoir le monopole de l'observation de la Terre, mais il faut avoir quelque chose, quoi. Et on n'a rien. On investit parce qu'on investit, parce qu'il y a des emplois à sauver. Je regarde le temps. Une dernière question, du coup. Qu'est-ce que tu dirais là aux entrepreneurs, aux dirigeants qui sont dans la salle pour leur donner envie de se lancer? Je vais citer un peu, c'est un peu un mème sur Twitter au niveau de l'entrepreneur américain, mais you can just do things. Allez-y, enfin je veux dire, c'est pas... Moi je me suis jamais posé la question parce que comme j'ai dit, l'inconscience est resté assez, ou l'insouciance est restée suffisamment longtemps, mais juste allez-y, on a besoin de vous, enfin on a terriblement besoin de vous, et j'irai jusqu'à un point, s'il vous plaît, faites-le dans la tech, dans la deep tech, mais faites-le dans n'importe quoi. Le software améliore la vie des gens, mais particulièrement je pense qu'on entre dans une nouvelle phase, on a besoin d'industrialisation, on a besoin de nouvelles technologies dans tous les domaines, et juste allez-y. Je sais que c'est parfois un peu déprimant de voir l'état dans lequel est parfois notre pays ou notre continent,
Mais c'est justement à ce moment-là qu'il faut faire un électrochoc. Et cet électrochoc, il ne faut pas qu'on abandonne notre pays de cette manière-là, il faut qu'on pousse, il faut qu'on continue à présenter une vision plus claire et plus positive de demain. Et rien qu'hier, il y a eu typiquement des premiers très bons pas vers une volonté d'améliorer tout le framework de start-up européenne. Donc tout ça, c'est des points positifs, il faut continuer à pousser tous ensemble, donc créer de plus en plus de start-up, montrant aux gens que notre civilisation va survivre avec et va prospérer grâce aux technologies, grâce à l'innovation. Merci Stanislas.